Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre webinaire intitulé L'immobilier, quoi de neuf après la crise. Et aujourd'hui, nos panélistes vont partager avec nous leur analyse de la situation actuelle du secteur immobilier et leurs perspectives. Et nous ferons un focus sur le secteur immobilier résidentiel. Nous comptons sur la participation de Gaël Revenu de Udmin, courtier spécialisé dans l'assurance emprunteur, et Jean-Christophe Bocon d'Eloa, plateforme collaborative de crédit et d'assurance, Jean-Charles Hervieux, de Monoprime.com, plateforme de courtage immobilier 100% en ligne, et Daniel Weil, directeur de la recherche et de la stratégie patrimoniale AIM. Nous allons commencer avec toi, Daniel. Et Daniel, notre première question, c'est avant la crise du Covid-19, l'immobilier résidentiel présentait des indicateurs très positifs, notamment dans la transaction sur les marchés anciens, et des hausses des prix maîtrisés et des taux de crédit immobilier à la baisse. Quel est l'impact de la crise à court terme sur l'immobilier résidentiel? Bien, d'abord, bonjour à tous et merci José de l'invitation. Effectivement, tu as raison de dire que la situation de l'immobilier résidentiel avant cette crise et du point de vue de l'investisseur que nous sommes était historiquement favorable, avec 1 million de transactions dans l'ancien l'année dernière, nouveau record, et 2 années de suite des transactions autour de 1 million. Des taux évidemment extrêmement bas et en fait des prix qui suivaient, je dirais, une courbe assez lisse mais ascendante. Alors, qu'est-ce que le confinement a changé? En pratique, ça a changé évidemment le neuf, qui a été arrêté, je dirais, dont les chantiers ont été arrêtés, et on se dirige, à mon avis, vers une année quasi blanche en matière de construction neuve. Ce qu'il y a comme, je ne pense pas qu'il y ait de visibilité sur un nouvel avantage fiscal qui permettrait de relancer la machine avec les contraintes budgétaires qui vont se mettre en place. Ça devait de toute façon être une année assez faible pour le neuf du fait de l'effet des municipales. On sait que dans les élections, quand il y a des années où il y a des élections municipales, le neuf ralentit. Mais là, clairement, on a un arrêt du neuf. Ça, c'est le premier enseignement qui va contribuer à créer un déficit d'offres encore plus accentué. Alors la tendance qui, moi, me paraît émergente là-dessus, c'est que des grands acteurs, je dirais, institutionnels, ont entrepris, je pense à Action Logement, je pense à la Caisse des dépôts, évidemment, ont entrepris d'acheter en bloc et quelque part de soutenir ce marché-là. Et moi, ma vision, c'est que ça pourrait être le début d'une institutionnalisation encore plus forte des investisseurs. Je pense qu'on va s'appuyer pour l'achat du neuf de plus en plus sur les institutionnels, de moins en moins sur les particuliers, et donc de plus en plus dans le cadre de dispositifs de type logement intermédiaire. Ensuite, le deuxième impact, je dirais, concret du confinement, c'est l'arrêt des transactions, qu'on chiffre à peu près à 200 000 transactions. Et toute la question, c'est de savoir, et on ne sait pas encore, si elles seront annulées ou reportées dans le temps. En général, en mois d'avril et mai, ça fait à peu près 200 000 transactions de logements anciens, de la part des particuliers. À mon sens, les premiers signes sont plutôt positifs. C'est-à-dire qu'on va plutôt vers un report de ces transactions qu'une annulation de ces transactions. Et la troisième observation que je fais en réponse à ta question sur l'impact, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins entre finalement un impact macroéconomique via le chômage, qui pourrait peser sur les capacités de paiement des loyers et les capacités d'acquisition. Et on a bien vu que le Haut Commissariat à la stabilité financière, le Haut Conseil, pardon, à la stabilité financière, a déjà mis en garde sur le niveau d'endettement des ménages, et je pense que la priorité, c'est d'éviter ce qu'on a connu en 2008, c'est-à-dire un crédit crunch, c'est-à-dire la difficulté de la part des ménages de rembourser leurs emprunts à des banques qui ont déjà lourdement priorisé des entreprises par rapport aux particuliers. Et donc la question de qu'est-ce qui va succéder au dispositif de chômage partiel est absolument cruciale sur le maintien du pouvoir d'achat.
hein. Et ça, c'est une question qui, je dirais, est purement politique, sur laquelle on n'a pas de visibilité, mais je ne pense pas qu'au niveau macro, on puisse se permettre un crédit crunch et donc qu'on puisse se permettre qu'une crise économique déjà lourde dégénère en crise de liquidité. Donc mon pari serait plutôt que le marché va être soutenu d'une manière ou d'une autre. Et comment tu vois quelles seront pour toi les attentes et les comportements des ménages vis-à-vis du logement et comment ils vont être transformés par cette expérience du confinement? Alors, effectivement, ça, c'est l'aspect le plus. Là aussi, on est dans la prospective, puisque finalement, on a forcément tendance, après avoir été confiné pendant 2 mois, en quelque sorte, à universaliser cette expérience et à faire comme si elle devait se prolonger dans le temps ou comme si on devait s'attendre à plusieurs confinements ultérieurs. Et ça, on ne le sait pas, on ne le sait pas évidemment aujourd'hui. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ce que met en exergue l'expérience du confinement, c'est le logement comme carrefour d'usage, hein. C'est-à-dire qu'on a, c'est quoi le confinement? C'est finalement importer à l'intérieur des usages qui normalement ont lieu à l'extérieur. L'école, le travail, le sport, et puis aussi créer des nouveaux usages, que sais-je, bricolage, déco et autres, pour finalement agrémenter ce confinement. Et je pense que la conséquence, ça va être que beaucoup de gens vont porter un regard critique sur leur logement, qui ne pourra plus être réduit à un dortoir et qu'ils vont envisager comme vraiment d'usage. Et ça pose la question de la technologie qui doit être appliquée pour précisément optimiser finalement cette notion d'habitat par l'usage. Mais après, il y a une deuxième question qui vient tout de suite, et là encore, on ne peut pas avoir de réponse définitive aujourd'hui. C'est quand même le principal usage, c'est quand même le travail, hein, c'est quand même l'expérience du télétravail qui a été la plus fondatrice pendant ce confinement, et la question de la généralisation du télétravail. Nous, on parie plutôt pour la généralisation du télétravail 1 à 2 jours par semaine. Mais déjà ça, c'est assez important. Et puis il y a la question de comment les tiers-lieux, hein, les autres lieux, les lieux qui ne sont ni le bureau, entre guillemets, officiel, ni le logement, vont s'insérer un peu dans cette nouvelle temporalité des ménages. Mais personnellement, je m'inscris un peu en faux par rapport à parfois ce que j'ai lu, entendu sur le fait que les gens vont avoir une tendance à acheter une résidence secondaire ou aller vivre à la campagne après ce confinement. Ça dépend entièrement de la généralisation du télétravail, qui dépend entièrement des entreprises, hein. À ma connaissance, il n'y a pas eu de référendum auprès des salariés pour leur demander s'ils voulaient basculer ou pas en télétravail. Ce sont des considérations managériales, business, qui vont être le lanceur de ça. S'il y a une généralisation du télétravail, oui, on pourrait voir une forme de démétropolisation, mais nous, on pense que c'est vraiment le scénario le moins probable, parce qu'en fait, déjà, ça n'est pas la vraie demande des travailleurs, hein. La demande des travailleurs, c'est de télétravailler 1 à 2 jours par semaine. Et deuxièmement, sur le plan managérial, c'est une opération qui est extrêmement risquée. Et on voit bien dans les 2, 3 dernières semaines où les entreprises ont battu le rappel de leurs salariés que clairement, il y a un désir de les conserver en bureau, dans des bureaux peut-être aménagés différemment, mais on fera un webinaire sur le bureau. Et donc, je crois qu'on s'oriente plutôt vers une sorte de solution intermédiaire avec des bureaux dédensifiés et un télétravail d'appoint en quelque sorte euh, qui permet, je dirais, plus de mobilité entre le télétravail, le bureau, des éventuels tiers-lieux. Et je crois que ça, c'est assez pérenne. Donc, je pense que l'impact sur les usages, c'est principalement un impact en termes de reconsidération du mode de vie et du temps de vie au logement. Et toute crise offre aussi des opportunités. Et quels sont les défis d'innovation pour le secteur immobilier? Quelle technologie penses-tu qu'il faudrait mettre en avant pour accélérer cette digitalisation dans le secteur et surtout améliorer, simplifier la transaction dans l'immobilier? Alors,
par définition, l'innovation est difficile à prévoir, hein, c'est presque un pléonasme de le dire. Mais je pense quand même qu'elle va être que l'innovation est, à mon avis, à deux niveaux. La première, tu y fais référence, c'est l'accélération de la transaction elle-même. Nous-mêmes, alors pour l'immobilier plutôt professionnel, en tant qu'investisseur, on a mené des transactions 100% digitales. On a été la première entreprise chez Primonial à utiliser la blockchain pour simuler une transaction de bureau. Donc, on a mis en place aujourd'hui tous les dispositifs qui permettent de mener une transaction immobilière de façon fluide, sauf la visite, hein. Et peut-être que la prochaine étape, c'est de pouvoir finalement faire une visite d'immeuble de façon vraiment ergonomique, vraiment confortable, de façon que ça puisse vraiment remplacer l'expérience de la visite. Ensuite, je pense qu'il y a deux directions dans lesquelles les innovateurs pourraient, à mon sens, réfléchir. Le premier, c'est je pense que de plus en plus, le logement va être ce que j'appelle data-driven, c'est-à-dire pour qu'il y ait adaptation des usages, il faut qu'il y ait la data, il faut qu'il y ait la donnée sur ces usages, sur notre consommation d'énergie, sur la consommation de carbone, sur finalement le logement est en grande partie un capital inutilisé pendant tout un temps de la journée. Donc en fait, il faut déjà câbler. Je ne rentre pas sur la polémique sur les compteurs Linky, mais en tout cas, il faut arriver à câbler de la donnée sur l'usage des logements. Ça, c'est à mon avis une première piste d'innovation. Et la deuxième, je m'arrête là, c'est à mon sens de concevoir, ça se réfère un peu à ce que je disais tout à l'heure, à concevoir le logement comme en fait une somme de services. Quand je dis le logement, c'est d'ailleurs caractéristique, on dit toujours le logement comme si c'était simplement l'espace où on habitait. Mais le logement, c'est un immeuble. Et cet immeuble, il peut avoir, comme sur le modèle du condominium américain ou sur le modèle, je dirais, du co-living, mais qui est trop ciblé sur certaines niches, en fait, il faudrait du co-living pour famille, en vérité, et ça veut dire implanter du service dans dans l'immeuble de logement. D'accord. Et ça veut dire une animation de ces services, un peu comme ce qui se fait en termes de coworking pour le tertiaire. Et là-dessus, notamment en France, on en est un peu à l'année zéro. C'est-à-dire que moi, je pense que il faut qu'on puisse concevoir le logement comme non seulement une coque, mais également une somme de services, hein, que cette somme de services soit animée. Là, il faut la technologie, et pour se diriger vers ce que certains, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais appellent le concept de maison par abonnement, hein, c'est-à-dire où finalement on a, quand on se loge, à la fois évidemment un habitacle, hein, un bunker si on veut, mais également une somme de services avec une gestion centralisée. Aujourd'hui, c'est assez embryonnaire. Déjà qu'on digitalise les copropriétés, on aura déjà fait un pas important, hein. Mais je pense que c'est vraiment vers cette évolution qu'on se dirige. Merci Daniel. On va prendre une question du public, même si cette question-là qui pose Anne-Cécile Leuen va la développer un petit peu plus à Jean-Charles de Monoprane juste après. Ce serait intéressant de connaître aussi ton avis, Daniel. La question, c'est les mesures de restriction prises par les hauts conseils de stabilité financière, et notamment par rapport au taux d'endettement des ménages, ne vont-elles pas plomber le nombre d'emprunteurs? Alors, ces mesures, donc, je rappelle, hein, c'est d'une part qu'il n'y ait pas d'emprunt au-delà de 20 ans, de durée d'emprunt au-delà de 20 ans, mais surtout qu'il n'y ait pas plus d'un tiers du revenu qui soit consacré au remboursement des intérêts d'emprunt. Je rappellerai quand même que normalement, ces normes-là étaient déjà en place, hein. C'est-à-dire que ce n'était pas inscrit, mais je pense que les banques sont quand même globalement assez prudentes et qu'en fait, il n'y a pas une très grande différence entre les usages réels ces normes-là. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un point de vigilance sur l'endettement. J'ai un peu mentionné. Des gens sérieux comme Xerfi estiment l'endettement moyen. En fait, l'endettement moyen, c'est 35 000 euros. Mais le problème, c'est que dans cet endettement moyen, immobilier, hein, mais le problème, c'est que dans cet endettement moyen, il y a les locataires, il y a tous ceux qui ne s'endettent pas. Si on le réduit aux propriétaires, c'est 135 000 euros. Or, 135 000 euros, je pense que ça commence à faire beaucoup. Et je pense surtout que
les conditions que vont faire les banques vont être plus drastiques pour des raisons évidentes de marge. Il faut voir que le modèle économique des banques, les taux bas, entre guillemets, c'est bien gentil, mais les taux bas, c'est quand même la marge des banques qui tend à s'amenuiser. Et donc, je pense que les conditions bancaires vont être cruciales, mais je pense qu'il est au niveau macro crucial d'éviter le crédit crunch. Donc effectivement, je suis d'accord avec un peu le postulat de cette question. Il faut être vigilant sur le niveau d'endettement immobilier des ménages français et il faut être vigilant sur, je dirais, la transmission d'une crise économique à une crise bancaire. Mais je pense que le gouvernement sera vigilant là-dessus et l'expérience de 2008 va nous servir. Mais merci Daniel. Merci à toi. Et Jean-Charles, tu nous entends, Jean-Charles? Ouais, je t'entends. Bonjour, José. Bonjour. Et oui, et Jean-Charles est directeur du développement des monoprane.com. Et tu préfères qu'on peut-être donne la continuation à cette question ou tu préfères plutôt qu'on commence pour présenter un petit peu l'état de comment vous avez vécu la crise Monoprane et comment votre business s'est comporté pendant cette période? Écoute, je pense que c'est intéressant de pouvoir prolonger un peu ce qu'indiquait Daniel là, sur le Haut Conseil de stabilité Parfait. financière. Et ensuite, je reviendrai, même si ça peut découdre un peu le déroulé, mais je pense que c'est important de revenir sur ce sujet-là qui est quand même crucial et qui pourrait avoir des impacts significatifs dans les volumes de transactions. Euh, donc, sur les critères, du Haut Conseil de stabilité financière, ce qu'il faut savoir, et Daniel, tu as tout à fait raison, ce sont des règles qui existent depuis extrêmement longtemps. Mais il faut savoir qu'en fait, les établissements bancaires avaient fait fi de ces règles-là et c'était plutôt arrêté à un autre critère qui est aussi important, qu'on appelle le reste à vivre. Et le reste à vivre, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le revenu disponible une fois que vous avez remboursé vos emprunts et la part d'impôt sur le revenu. Or, eh bien, dans certaines situations, on pouvait très bien se trouver dans des revenus aux alentours de 5, 6, 7 000, 8 000 euros, avec des taux d'endettement supérieurs à 33%, pour autant, sans avoir un déséquilibre et un endettement trop important. Je prends l'exemple, un revenu de foyer à 10 000 euros, si vous avez 4 500 euros de remboursement de prêt, pour autant, il va forcément rester 4 500 euros pour vivre. Alors certes, vous êtes à 45% d'endettement, mais malgré tout, vous avez une capacité à faire face aux dépenses du ménage qui sont largement confortables. Enfin, tout ça pour dire que pourquoi le Haut Conseil de stabilité financière est revenu sur ces critères et a rappelé assez fermement début janvier, ce qui n'a donc rien à voir avec la crise du Covid-19. Pour quelle raison, en fait, le Haut Conseil de sécurité, stabilité, pardon, est revenu sur ces critères? C'est très simple. C'est que depuis quelques années, on a atteint des volumes de transactions qui sont très importants, plus d'1 million d'euros, plus d'1 million de transactions sur 2019 et quasiment autant en 2018. Or, le travail, l'objectif du Conseil de stabilité, c'est d'éviter la surchauffe. Depuis 2017, 2018, 2019, on a vu les encours de crédit immobilier augmenter significativement puisque l'encours a augmenté, a progressé de 7%. Ce qui est très très important et c'est l'effet conjugué d'une part, bien évidemment, du volume de crédit distribué au regard du million de transactions réalisées en 2019. Il faut savoir qu'on a distribué 200 milliards d'euros de crédit immobilier sur l'année 2019. Donc ça, c'est une première chose qui vient bien évidemment augmenter l'encours. Et le deuxième phénomène, c'est également finalement la progression de l'endettement et la progression de la durée de l'endettement du crédit immobilier. En 2017, la durée moyenne d'un crédit immobilier était aux alentours de 19 ans. Là, sur 2019, on est passé à plus de 20 ans. L'effet conjugué de l'augmentation des volumes, plus l'augmentation de la durée de remboursement, eh bien, cet effet conjugué fait grossir les encours de crédit et donc fait craindre
à ce Haut Conseil de stabilité financière fait craindre un risque de surchauffe, un risque d'impayé, puisque par définition, plus on augmente la durée d'emprunt ou la durée de remboursement, plus on s'expose à un risque de défaillance. Et donc, du coup, le Haut Conseil de stabilité a rappelé la règle du taux de 33%. C'est extrêmement pénalisant pour deux typologies de clients. Les primo-accédants, qui sont aujourd'hui extrêmement pénalisés par ce taux d'endettement, tout simplement parce que bien souvent le primo-accédant est relativement jeune et donc est souvent sur un revenu médian inférieur au revenu médian, bien évidemment. En plus, bien souvent, il n'a pas énormément d'apports. Et donc, ça, c'est le deuxième conseil qui a été évoqué par la haute autorité, c'est d'avoir systématiquement un niveau d'apport qui couvre à minima les frais. Et donc, eh bien, ça veut dire globalement qu'il faut apporter 7, 8, 10% du projet en apport. Alors, sur un projet à 300, 400 000 euros, ce qui est monnaie courante par exemple sur l'Île-de-France, eh bien, c'est quand même une somme assez rondelette puisqu'il faut apporter 30 ou 40 000 euros. Donc ça, c'est le deuxième effet nocif de ce rappel des règles. Et puis le troisième élément, en fait, la haute autorité a indiqué qu'il n'était pas conseillé d'aller au-delà des 25 ans de remboursement sur un crédit immobilier. Alors, c'est moins un sujet, puisque il faut savoir qu'en 2019, sur les 200 milliards d'euros de crédits distribués, seulement 1,8% des crédits étaient au-delà des 25 ans. Donc, vous voyez bien que c'est pas un réel sujet. Alors, taux d'endettement important, donc taux d'endettement bridé à 33% qui vient brider les espoirs de la primo-accession, et à l'inverse, et à l'opposé, et je pense que ça, Daniel, vous avez dû certainement le constater, mais on a aussi du coup finalement pénalisé les investisseurs locatifs, ceux qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, donc ont déjà une charge de remboursement, et qui veulent se constituer par l'effet de levier de crédit un patrimoine immobilier. Et là, clairement, on pénalise, puisque quand vous prenez un ménage qui a déjà un remboursement de prêt pour sa résidence principale, ce à quoi on ajoute en charge un remboursement de prêt pour un nouvel investissement locatif. Alors bien évidemment, on va avoir des loyers en face, mais il faut savoir que les établissements bancaires ne prennent en compte que 70% du loyer encaissé. Et donc vous voyez très très vite qu'on arrive à des limites et qu'on arrive bien souvent au-delà des 33%. Alors nous, ce qu'on constate sur monemprunt.com, eh bien, c'est une augmentation de la part des dossiers refusés. Globalement, en 2019, on était aux alentours de 7% des dossiers refusés sur les dossiers présentés à nos partenaires bancaires. Et là, depuis le début de l'année, eh bien, on constate un niveau de refus presque arrivé à 11%. Donc l'augmentation est vraiment significative. Et donc, il y a quand même un point de vigilance et on écarte quand même deux typologies d'investisseurs, les primos et les investisseurs locatifs. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences quand même à moyen terme sur le marché de l'immobilier. Pour répondre un petit peu le fil. Oui. Oui, je Vas-y, José. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, monemprunt.com digitalise la recherche des crédits immobiliers. Si tu pourrais nous dire un petit peu plus de comment votre business s'est vu impacté ou le comportement sur votre modèle économique. Alors, nous, ce qu'on a constaté en fait sur l'impact du Covid-19, on a eu plusieurs niveaux d'impact. Le premier niveau d'impact, c'est que, comme tous les players, on a eu une baisse extrêmement sensible et marquée de notre niveau de flux visiteur, puisque sur la semaine finalement du confinement, du 13 mars au 20 mars, on a divisé par 3
notre niveau de flux visiteurs. Donc, un choc extrêmement fort. Pour autant, très rapidement, et ça a été quand même un premier soulagement pour notre part, on a vu reprendre un niveau de flux qui s'est de nouveau mis à progresser dès le 21 mars. En fait, finalement, je pense que la première semaine de confinement nous a servi à tous, travailleurs et télétravailleurs, de s'organiser. Et finalement, dès la deuxième semaine, on a revu des visiteurs qui sont venus sur monemploi.com déjà pour se rassurer sur leur capacité de financement de leur résidence principale, parce que essentiellement, nos visiteurs sont, pour 90% d'entre eux, sont en recherche d'une résidence principale. Donc, à partir du 21 mars, on a vu nos volumes de flux progresser, revenir finalement à un niveau proche de l'avant-crise dès mi-avril. Et en fait, dès que nous avons eu l'annonce de la date de déconfinement, et bien là, on a vu une accélération du flux, puisque nous sommes passés au-delà du niveau de flux constaté avant crise, pour arriver aujourd'hui à un flux qui a augmenté significativement. On constate tous les jours une progression de 15 à 17% du volume de visiteurs sur monemploi.com. Donc ça, c'est extrêmement important et ça marque malgré tout une logique de digitalisation qui est de plus en plus acceptée par les emprunteurs et les acquéreurs. C'est une bonne chose parce que finalement, on se rend compte que tous, on a, durant ce confinement, pris encore, avoir des usages encore plus spécifiques liés aux outils digitaux. Et donc, dans nos habitudes de consommation, ça a un impact fort parce que nous, on le constate et on l'a constaté immédiatement. Alors, on pense que sur monemploi.com, on a notamment eu un report de certains clients qui utilisaient encore les services des courtiers physiques. Or, les courtiers physiques, durant la période de confinement, ont totalement été arrêtés puisque on avait l'habitude d'être plutôt en face à face avec leurs clients acquéreurs emprunteurs. Et donc, ils ont eu comme extrêmement, ils ont eu des grosses difficultés à s'organiser, alors que nous, forcément, comme on a digitalisé tout le parcours, on a pu avoir un service en continuité. Alors, en résumé, je pense que la période de confinement a accéléré le recours à la digitalisation, ça c'est une certitude. Je pense que ça a agi comme un révélateur et monemprunt.com n'est pas le seul exemple. Je pense que sur beaucoup de secteurs d'activité, cette période de confinement a vraiment servi de révélateur à la digitalisation et finalement à se rendre compte qu'on peut faire beaucoup de choses à distance. Je pense aussi que nous, grâce à notre solution, on a réussi à accompagner pendant la période de confinement des emprunteurs. On a réussi à sortir des prêts et aller jusqu'à la signature électronique des prêts immobiliers, alors qui était encore finalement un usage très peu répandu. Je pense qu'on a aussi eu la chance d'avoir des banques qui se sont adaptées et qui ont su lever des freins qui étaient existants. En fait, nous, dans notre relation tripartite, on a le client emprunteur, et puis on a aussi à l'autre bout de la chaîne les établissements bancaires. Et il faut savoir que les établissements bancaires sont loin d'avoir fait leur mutation digitale. Et je peux vous dire que sur cette période de confinement, ils ont accéléré très fortement et ils ont levé notamment les barrières qui étaient leurs propres barrières, notamment dans leur service de conformité. Et donc, ça nous a permis certainement de gagner 2 à 3 ans dans nos process de digitalisation de nos partenaires bancaires et de nos partenaires immobiliers, puisque sur monemprunt.com, nous avons depuis maintenant un peu moins d'une année développé des API, des widgets qui permettent à nos partenaires immobiliers de pouvoir nous router leurs acquéreurs et de pouvoir aussi les scorer pour qu'ils puissent bien s'assurer que le prospect est bien en capacité d'acheter le bien immobilier. On a constaté sur cette période de confinement beaucoup de sollicitations, notamment de la part d'acteurs sur l'immobilier neuf
un peu moins sur l'ancien, tout simplement parce que l'ancien était aussi à l'arrêt, puisque les visites étaient quand même compliquées. Donc voilà un peu l'impact Covid-19 là, sur notre business. Donc, accélération, on voit plutôt ça d'un bon oeil parce que ça nous a fait gagner énormément de temps sur la digitalisation de notre écosystème. Et Dieu sait qu'il y en avait besoin. Et, et juste pour compléter, si tu pourrais nous dire rapidement, et au-delà de le business de monemprunt.com, et pour quelles autres raisons le Covid a eu un impact sur les conditions du crédit immobilier? Alors en fait, là l'impact sur le crédit immobilier, sur les taux de crédit immobilier, je vais juste revenir sur comment est construit le taux de crédit immobilier. En fait, il faut savoir que les établissements bancaires, lorsqu'elles construisent leur grille de taux, elles vont donc s'appuyer sur 2 indices de référence. Le premier indice de référence, c'est l'OAT 10 ans. Alors l'OAT 10 ans, pour certains d'entre vous, ça ne veut peut-être pas forcément vous dire grand-chose, mais en fait, l'OAT 10 ans, c'est simple, c'est le marché de la dette d'État français. Or, étant donné que l'État a financé pour bonne partie des aides via l'émission de dettes obligataires, donc l'émission sur le marché de l'OAT, on a eu sur une période relativement courte une augmentation significative des conditions de taux sur l'OAT 10 ans, tout simplement parce que plus de dettes d'État à un moment où la crise était vraiment présente avec très peu de visibilité, dit augmentation des conditions de taux de cette crise et donc risque égale surcoût de l'OAT 10 ans. Donc ça, c'est la première chose. La première explication de l'augmentation de taux, c'est l'augmentation de référence de l'OAT 10 ans. Et puis la deuxième raison de cette augmentation de taux, c'est l'augmentation des taux du marché du refinancement. Il faut savoir qu'en fait, les établissements bancaires, lorsqu'elles prêtent sur le marché, lorsqu'elles émettent des crédits immobiliers, elles vont financer sur ressources propres 2 tiers de la somme engagée en prêt immobilier. Donc 2 tiers de cette somme, finalement, s'appuie sur les ressources des établissements bancaires. Donc les ressources, c'est simple, hein, c'est l'épargne constituée par l'ensemble des clients de l'établissement bancaire. Et puis vous avez 1 tiers de ce besoin de financement qui, lui, va être finalement emprunté sur le marché du refinancement. Alors le marché du refinancement, c'est quoi? C'est le marché d'échange de dettes de banque à banque. Et là encore, eh bien, les établissements bancaires ont été fortement sollicités durant la période du Covid, du confinement, pardon, pour aménager, rallonger la durée du prêt, voire suspendre les échanges de prêts des crédits immobiliers. Et donc, du coup, ça a fait naître aussi eh bien, une crainte d'un risque d'augmentation de défaut de la dette sur les crédits immobiliers. Et donc, du coup, eh bien, là encore, qui dit risque dit crainte, enfin, qui dit crainte dit risque, dit augmentation du coût du marché du refinancement. Et donc, quand vous conjuguez les deux, augmentation de référence de l'OAT 10 ans et augmentation du marché de refinancement, eh bien, ça amène à une augmentation logique des taux faciaux pratiqués auprès des clients. Alors, je veux quand même être extrêmement rassurant parce que cette augmentation de taux, elle est certes dispersée, elle est de l'ordre de plus 0,20 à plus 0,90% en fonction des établissements bancaires, tout simplement parce que les établissements bancaires n'ont pas tous recours au même niveau au marché de refinancement, et donc du coup sont plus ou moins exposés au coût du marché de refinancement. Pour autant, aujourd'hui sur du 25 ans, sur un dossier moyen, on est encore largement en dessous des 2%. Et on est surtout sur des conditions de taux qu'on avait en début d'année 2019. Alors même qu'en début d'année 2019, on disait que les conditions étaient extrêmement avantageuses. Donc, soyons rassurés sur le fait que cette augmentation de taux, d'une part, n'a pas d'impact significatif sur
la capacité de remboursement d'emprunt, je prends juste l'exemple là, sur 200 000 euros sur 20 ans, si on prend une augmentation de 0,50, ça ne fait finalement que 50 euros de plus par mois. Donc vous voyez bien que, bien évidemment, ça vient surenchérir le coût du crédit, mais ça n'a pas de conséquences sur la solvabilité. Et ça, c'est ce qui était important à indiquer aujourd'hui. Merci Jean-Charles. Peter, je te laisse prendre la suite. Oui, bonjour, je vais prendre la suite du coup avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, es-tu connecté? Ouais, Ouais, super. je suis là. Ah. Juste pour un petit résumé, donc juste pour Eloi, donc Eloi, si je ne me trompe pas, bien sûr, Eloi fournit vraiment le profil emprunteur, si tu veux, grâce à la collecte de données auprès des utilisateurs de ta plateforme, qui ont obtenu en fait au final un crédit immobilier auprès de tes partenaires financiers. Moi, ce que je veux savoir, c'est de ton expérience, quel est l'impact de la crise sanitaire aujourd'hui dans le marché du crédit immobilier et quel est le profil du client qui accède à cette source de financement? Très bien, bah, écoute, merci Peter. Bonjour à tous. C'est très agréable d'être avec vous via ce webinaire. Alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que clairement la crise a eu sur le marché du crédit immobilier un impact, franchement, un impact majeur. On le verra tout à l'heure. J'ai quelques statistiques, notamment des statistiques de la Banque de France là-dessus. Le marché de l'immobilier, voilà, il a souffert fortement et donc le marché du crédit immobilier aussi avec lui. Les flux de transactions ont connu des baisses quand même très très fortes. À peu près globalement, ce qu'on peut dire, c'est que tous les marchés de flux, notamment comme la voiture par exemple, mais donc aussi l'immobilier, ont globalement connu des baisses entre moins 60 et moins 80% sur aujourd'hui, c'est pendant les mois de mars, les mois d'avril. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été en arrêt complet, tout simplement, alors faute d'outils digitaux ou même faute de capacité à pouvoir faire des visites ou à pouvoir faire aussi cette fameuse signature électronique. Ça a eu un énorme impact sur le marché de l'ancien et sur aussi le marché de la construction de maisons individuelles. Il faut savoir que, si on prend quelques statistiques rapidement, en 2019, le marché de l'ancien, ça fait 1 120 000 transactions à peu près. Le marché de la construction de maisons individuelles, c'est à peu près 120 000 logements. Et le marché du résidentiel lié à la promotion immobilière, c'est à peu près 150 000 transactions, 150 000 ventes. Donc, quand on dit que le marché de l'ancien se met au ralenti, c'est le gros marché en fait de la transaction qui est quand même très fortement impacté. Donc, ils se sont en fait globalement quasiment arrêtés. Ce que les acteurs, ce que les uns et les autres ont traité, on va dire que c'est les flux qui étaient suffisamment engagés pour pouvoir continuer et notamment pourquoi pas être financés via les banques. On y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que les visites ont été impossibles pendant cette période-là. Le déménagement était impossible. Les notaires, eux, de leur côté, dans leur grande majorité, même s'il y a eu à un moment donné une ouverture sur la signature électronique, ils n'ont pas pu finaliser, dans la plupart des cas, les transactions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les notaires ont des systèmes informatiques, globalement, qui imposent, même pour une signature électronique, vous en avez probablement peut-être fait de votre côté, mais d'être en fait dans leur bureau. C'est des systèmes d'information qui ne fonctionnent pas quand on est à distance, quand ils sont chez eux. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et puis les établissements de crédit, là-dessus, je partage, on va dire, un petit peu moins le point de vue de Jean-Charles. Moi, ce que j'ai vu de mon côté, c'est que quand même, ils ont au démarrage beaucoup fermé de guichets. On le voit à travers notamment leurs relations avec les courtiers. Il y en a certains établissements ont carrément dit qu'ils arrêtaient de travailler avec les courtiers pendant cette période-là. D'autres ont continué. Et puis, il y a eu aussi la nécessité pour eux de basculer une partie de leurs équipes sur les équipes, on va dire, d'analyse de prêts professionnels, notamment puisqu'elles ont été les banques ont été fortement sollicitées sur cette activité avec notamment le prêt garanti par l'État. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on peut dire un très gros impact au final sur le marché de l'immobilier, le marché du crédit qui est fortement associé. On voit également que sur le marché peut-être de la promotion immobilière, Daniel en a parlé tout à l'heure. Alors, j'ai un avis peut-être un petit peu différent. Daniel a un avis probablement plus macro que le mien, mais moi, ce que j'ai vu, c'est des choses peut-être un peu plus micro. Donc, ce que j'ai vu, c'est quand même qu'il y a eu des continuités dans la vente. Certains acteurs ont continué
les ventes de transactions, les transactions dans le monde du neuf, notamment je pense à un acteur comme Nexity, mais Primonial a dû probablement faire la même chose, et les partenaires de Primonial aussi, puisque là, la vente à distance, peut-être dans le neuf, on va dire dans le côté investissement locatif, était peut-être plus, on va dire, plus simple. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce marché-là, voilà, globalement, a pu reprendre un peu plus rapidement, je pense aussi, compte tenu de la taille des acteurs qui sont présents dessus aujourd'hui. Alors, ce que je vois, moi, vraiment sur ce que la crise a provoqué sur le marché de l'immobilier, je pense que c'est vraiment le rôle clé que joue, on le savait déjà sur la partie du crédit, mais que joue dans la continuité d'activité que jouent un certain nombre d'acteurs. J'ai parlé des notaires tout à l'heure, mais c'est clair que les banquiers, notamment les établissements de crédit, ont un rôle vraiment clé dans tout ça. Et l'analyse, si je devais globalement tirer une leçon de cette crise, c'est que de mon point de vue, ils ne sont pas encore vraiment organisés pour traiter à distance la manière dont ils contribuent à une transaction immobilière. Alors voilà, on est tous équipés. Aujourd'hui, on fait un magnifique webinaire avec Livestorm. On a tous fait plein de Zoom. On a tous fait des Teams dans tous les sens. Mais en revanche, en termes de transactionnel, voilà, je trouve que c'est là que c'est le plus compliqué. C'est cette fameuse continuité de l'activité. D'un point de vue transactionnel, il y a eu quand même une vraie rupture. D'ailleurs, les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure de la Banque de France, sur lesquels s'est appuyé le fameux Haut Conseil de stabilité financière pour rendre encore ces dernières recommandations, montrent que les nouveaux encours de crédit à l'habitat ont été finalement quasiment nuls en mars et en avril. Ça, vous pourrez retrouver les statistiques sur Internet. On voit que généralement, globalement, tous les mois, depuis quasiment 2 ans, on se situe entre 5 et 7 milliards d'euros de nouveaux encours par mois de crédit à l'habitat. Alors, on va dire qu'au mois de mars, on était à peu près à 0,3. Et puis, au mois d'avril, on était même négatif, puisqu'il y a eu des remboursements de prêts qui sont venus, du coup, combler la création de nouveaux prêts. Donc ça, c'est un impact quand même majeur. Là, bien entendu, ça a redémarré, mais finalement, on voit bien le côté vraiment stop du marché. Donc ce que ça montre, c'est que le traitement du dossier au global, encore aujourd'hui, d'un dossier finalement de crédit et d'une transaction, elle est encore très manuelle. Elle n'est pas automatisée. Donc elle nécessite à la fois de recourir à beaucoup de monde, compte tenu des volumes dont on parle, et en même temps, elle nécessite souvent une interaction physique. Alors, du coup, si on devait se préparer, Daniel l'a évoqué tout à l'heure, par exemple à des périodes de répétition de cette distanciation sociale qu'on a connue pendant 2 mois, il est clair que c'est indispensable aujourd'hui que ces acteurs, que sont les banquiers, les notaires, les courtiers aussi, bien entendu, Jean-Charles en a parlé tout à l'heure pour ce qui concerne monemprunt.com, il y a aussi beaucoup de courtiers présentiels, courtiers physiques, qui aujourd'hui commencent à s'équiper. Mais voilà, clairement, l'équipement en solution digitale est un must-have aujourd'hui. Sur les conditions de crédit, on en a pas mal parlé avec Jean-Charles tout à l'heure. C'est clair qu'elles se sont bien durcies. Et du coup, sur le profil tel qu'on le voit aujourd'hui, alors rien de nouveau sous le soleil, au sens où c'est sûr qu'aujourd'hui, le profil de client que toutes les banques veulent avoir et sur lequel elles essayent de tendre au maximum, on va dire que ce sont des clients, des foyers avec des revenus globalement de l'ordre de plus de 70 000 euros, voilà, et avec probablement un âge assez élevé, on va plutôt tourner autour de 35 ans, et forcément l'apport, on en a parlé tout à l'heure, l'apport est un élément important. Tout à l'heure, Daniel a parlé d'un endettement moyen de 135 000 euros. Moi, ça ne me paraît pas être complètement, ça me paraît logique, puisque le projet moyen aujourd'hui en France, un projet immobilier moyen tourne autour de 180 000 à 200 000 euros, on va dire, de montant, avec notamment souvent une structure avec un prêt à taux zéro, autour de 25 000, 30 000 euros. Donc, on va être sur des structures de financement lorsqu'il n'y a pas d'apport, qui vont être autour de 160 170 000 euros aujourd'hui de crédit. Donc ça, c'est un état des lieux, je dirais, assez fort, et on va le revoir ensuite, ça peut avoir un impact assez important sur le marché de l'immobilier en général, et le marché de l'immobilier, il n'est pas tout seul, il est derrière aussi, il alimente un certain nombre de secteurs, comme notamment les travaux publics, enfin le BTP en général, les artisans, mais pas que les artisans, et ça, c'est un élément, je dirais, peut-être d'inquiétude. Dans la continuité, si tu veux, de ton analyse, quelles sont les perspectives du marché immobilier aujourd'hui dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer concrètement?
Alors moi, je suis pas inquiet sur le redémarrage du marché de l'immobilier, on l'a vu. Il y a des statistiques que vous avez peut-être lues par ailleurs sur voilà le nombre, l'augmentation du nombre de recherches, des visites, les locations qui reprennent, les déménagements qui ont repris. Voilà. Donc tout ça va avoir un impact fort sur les transactions. Mais c'est sûr que les mois de mars, les mois d'avril, les mois de mai et les mois de juin sont globalement, on va dire, un peu un pic sur le marché de l'immobilier. Notamment, bon, il y a des phénomènes climatiques qui jouent, bien entendu, psychologiques, mais aussi la préparation, grosso modo, souvent, de la rentrée du mois de septembre aussi impacte tout ça. Alors, ce qui est, donc ces mois-là, ils vont pas être rattrapés, ou partiellement. Donc, ça va avoir un impact assez fort sur le nombre de transactions. Tout à l'heure, Daniel parlait peut-être d'un impact de l'ordre de 200 000 transactions. Je pense qu'on va tourner autour de quelque chose autour d'un volume de transactions annuelles de l'ordre de 800 000, 850 000 transactions, ce qui, certes, est une réduction importante par rapport à 2019, mais rappelons-nous, on va dire, c'était un niveau déjà considéré comme étant un très bon niveau de transactions dans le monde de l'immobilier il y a 3, 4, 5 ans. Voilà. Donc, on va revenir, je pense, sur un niveau, on va dire, peut-être plus c'est pas une question de normalité, mais un niveau plus classique en termes de nombre de transactions. Voilà, sachant que le nombre de transactions pour les économistes est souvent vu comme étant parfois un peu un précurseur, un signal précurseur d'une crise des prix. Alors sur les prix, je ne pense pas qu'on assiste à une forte baisse des prix. Il y a beaucoup d'incertitudes. Je dirais que là-dessus, les effets sur le marché de l'immobilier de la crise seront quand même assez importants. Il va y avoir toute une incertitude sur le niveau du chômage, notamment sur la baisse du revenu disponible des ménages, qui sont des critères qui vont être essentiels pour la bonne santé du marché et des prix de l'immobilier. Mais à l'instant où on se parle, moi, ma conviction, c'est que la baisse des prix de l'immobilier sera, on va dire, de l'ordre plutôt, entre guillemets, légère. Elle sera un peu frictionnelle en quelque sorte, et puis elle dépend énormément après des zones, vous le savez bien. L'immobilier, c'est plutôt à chaque fois une sorte d'agglomération de marché de niche, mais elle sera cette baisse entre, je pense, 5 à 10%, et du coup très probablement très différente entre l'immobilier résidentiel neuf, comme on l'a dit tout à l'heure avec Daniel, où là on va peut-être assister plutôt à une pénurie avec ce fameux effet cumulatif des élections municipales et de l'arrêt des chantiers. Mais peut-être que dans l'ancien, il va y avoir, à mon avis, un petit truc un peu frictionnel qui va être lié au fait que les acquéreurs vont être peut-être probablement un peu plus attentistes, les vendeurs pas forcément se précipiter pour mettre en vente leurs biens. Voilà, donc tout ça va avoir et ils seront, pour ceux qui l'auront mis en vente, en revanche, impatients de finaliser la transaction. Voilà, donc ça va avoir un impact forcément un peu sur les prix dans des zones qui avaient probablement jusque-là été soutenues par une demande très très forte. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que on en a un peu parlé, mais pas complètement, et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on s'arrête 2 minutes, c'est que la Banque Centrale Européenne, vis-à-vis des banques, joue aujourd'hui quand même son rôle. D'accord ? Donc, il y a un afflux de liquidités qui reste là. On l'a encore vu la semaine dernière avec la capacité de la Banque centrale à financer à hauteur de 1 300 milliards d'euros les banques de la zone euro. D'accord ? Donc, après déjà des premiers packages de l'ordre de 700-750 milliards d'euros. Donc, on est là vraiment sur un investissement de la Banque centrale européenne qui est très, très fort et qui permet du coup aux banques d'accéder à des conditions de refinancement qui sont quand même assez avantageuses et qui, moi, de mon point de vue, là-dessus, je ne partage pas complètement le point de vue du Haut Conseil de stabilité financière. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité quand même globale à faire en sorte que la souplesse qui est accordée aux banques puisse être transmise à l'économie réelle. Sinon, il y a là-dessus, bien entendu, des choses à arbitrer entre finalement crise financière, crise économique, mais si cette souplesse qui est accordée aux banques n'est pas transmise au circuit, on va dire, classique de l'économie réelle, là, la crise économique, elle arrive, il n'y a même pas de question à se poser, elle va être là elle est déjà là, mais elle va être encore plus grave aussi d'ici 3-4 mois, puisque, bien entendu, le financement et la dette représente aujourd'hui un élément clé dans l'acquisition de beaucoup de biens, que ce soit notamment l'automobile, que ce soit les projets immobiliers dont on parle aujourd'hui, mais aussi quand on regarde le secteur du loisir, bien entendu, notamment le crédit personnel, a un impact évident aujourd'hui sur le soutien que représente l'apport que ce type d'activité a à l'économie. Voilà, donc moi je suis là-dessus assez attentif à ce qui peut se passer sur les problématiques de financement et donc de transmission
de toute cette souplesse à l'économie réelle. Et juste en quelques mots, parce qu'on est un peu en retard, quelles sont un peu les démarches d'Eloi justement pour faciliter l'activité des acteurs banques assurantielles, si tu veux, le financement des projets immobiliers, des particuliers, bien sûr, dans ce contexte de crise sanitaire, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est clair là-dessus, je rejoins bien Jean-Charles, tout à l'heure on a parlé, c'est que la situation actuelle et c'est les mois qu'on a vécu, ils ont eu un effet d'accélération, de catalyseur et évident dans la prise de conscience que tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'immobilier doivent aujourd'hui donc à la fois réfléchir, mais faire plus que réfléchir, mettre en œuvre des projets de digitalisation de leur process. Voilà, on a fait... Aujourd'hui, pour l'évolution de la relation client à distance, c'est indispensable. On a fait du commerce en ligne pendant cette période. On a échangé des documents, fait de la signature électronique, fait des visioconférences, du webinar. Tout ça, il faut bien entendu maintenant le packager, le mettre dans des process et il faut que ça avance. Alors, du coup, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, Eloi, en fait, on est finalement vraiment cette solution de digitalisation pour l'ensemble de cette chaîne de valeur, que ce soit les professionnels de l'immobilier, les courtiers en crédit, mais aussi les établissements bancaires et les assureurs, donc tous ceux qui interviennent sur cette chaîne de valeur du crédit immobilier. Et ce que nous, on leur apporte finalement, c'est d'être les pilotes de cette digitalisation. Et je pense que là-dessus, ce sont principalement, de mon point de vue, les banques qui ont ce rôle de pilote à jouer. Elles n'ont pas beaucoup investi jusqu'à maintenant dans la digitalisation du crédit immobilier. Je crois qu'aujourd'hui, la crise leur a démontré et elles en ont pris conscience qu'il était temps de le faire. Et donc, nous, là-dessus, on se met bien entendu à leur disposition pour leur apporter notre plateforme et faciliter cette digitalisation en faisant en sorte, bien entendu, que les dossiers qui leur sont envoyés par les courtiers en crédit soient d'abord des dossiers qui soient au carré, selon les règles qu'elles souhaitent appliquer. Ensuite, derrière, qu'elles leur permettent d'accroître les taux de transformation, c'est un sujet essentiel pour elles. Et puis, en plus, de fiabiliser l'ensemble des données, des documents qui sont fournis à travers ce type de plateforme. Donc, c'est vraiment des outils qui, à mon sens, aujourd'hui, sont indispensables dans le cadre d'une relance à la fois de l'activité du crédit, mais aussi dans le cadre de la préparation à ce fameux monde d'après qui est parfois peut irriter dans cette manière de toujours penser que le monde d'après va être génial ou va être très, très différent. Mais là, en revanche, ce dont on peut être sûr, c'est que sur ce type d'activité, il doit être différent. Ouais. Très bien. Merci en tout cas, Jean-Christophe. On va passer à Outwin, donc avec Gaël Revenu-Pruner, directeur développement marketing et expérience client au sein d'Outwin. Outwin qui est un grand courtier dans la souscription d'assurance emprunteur, de révolutionner un peu le marché de l'assurance emprunteur. Gaël, tout d'abord, comment as-tu vécu cette période de confinement dans ce emprunteur et quels sont les effets constatés aussi? Alors, bonjour à tous déjà, et puis merci pour l'invitation à ce webinaire. Alors, en fait, sur l'assurance emprunteur, donc nous, on est, je dirais, un peu en bout de chaîne par rapport à ce qui a été dit précédemment, et on est forcément très lié au marché de la transaction immobilière. Cependant, on a en fait deux types d'activités, si je puis dire. Donc, on a tout ce qui est lié à l'assurance liée au nouveau prêt, et puis également l'assurance qui est liée à la reprise de prêt, puisqu'aujourd'hui, il y a des législations qui nous permettent, donc au travers de la loi Hamon ou de l'amendement Bourquin, de changer d'assurance de prêt en cours de contrat, donc dans les 12 premiers mois ou ensuite après la première année de prêt à échéance annuelle. Et donc, en fait, notre activité pendant le confinement a été différente selon ces deux activités. Sur la partie nouveau prêt, forcément, comme on l'a dit auparavant, le marché étant globalement très ralenti, voire à l'arrêt, on a forcément eu un ralentissement de l'activité. Même si on avait, comme nous on intervient, on est toujours un petit peu en décalage par rapport aux transactions, on a eu quand même un certain nombre d'activités de tout ce qui avait déjà été engagé pré-confinement. Et on a en plus bénéficié d'un accompagnement très fort de nos assureurs et réassureurs qui ont vraiment cherché, d'un point de vue notamment acceptation médicale, à simplifier au maximum les démarches en augmentant les seuils, en acceptant des documents
que pouvaient nous fournir les emprunteurs plutôt que de les envoyer chez les médecins, puisque on sait que l'accès aux centres médicaux était plus compliqué durant la période. Donc sur cette partie-là, on a vu un ralentissement, mais on a eu quand même beaucoup de choses qui ont pu être soutenues avec l'aide de nos assureurs et réassureurs. Par contre, à l'inverse, je dirais sur la partie reprise d'assurance, c'est une activité qui a plutôt bien fonctionné. Parce que les emprunteurs avaient du temps chez eux pour regarder et étudier leur contrat. Avec la reprise d'assurance, leur gain, c'est quand même des économies substantielles sur leur contrat. Donc, quand on parlait de pouvoir d'achat et un peu d'inquiétude, d'angoisse par rapport à la crise économique, on apporte une solution très concrète. Et puis, on a aussi un autre effet qui s'est passé pendant la crise, c'est que du fait de l'état d'urgence sanitaire, on a les délais de résiliation qui ont été rallongés, puisque tous les résiliations qui devaient avoir lieu entre le 12 mars et le 24 juin ont pu être prolongées jusqu'au 23 août. Donc, on a vraiment eu sur la partie reprise d'assurance des facteurs très favorables et on a travaillé, nous, avec nos distributeurs pour promouvoir, on va dire, cette activité. Et ce qui fait que d'ailleurs, elle était déjà très importante chez nous parce qu'on a un process très digitalisé, on accompagne véritablement l'emprunteur dans ses sujets de reprise d'assurance. Ça représentait à peu près 40% de notre activité pré-confinement et aujourd'hui, on a un peu plus de 60% sur cette activité. Voilà, on a eu aussi les prêts garantis par l'État qui sont assurables et qui nous ont donné, alors c'était pas une grosse partie de l'activité, mais ça a été en fait une nouvelle activité qu'on a pu et dû gérer durant la période. Donc voilà, donc en synthèse, on a eu un ralentissement de l'activité, mais atténué du fait de cette capacité de travailler sur le marché de la reprise d'assurance. On a bien vu avec la grande hausse du chômage aujourd'hui et malgré les mises en place du gouvernement avec le chômage partiel et clairement on a vu des pertes d'emploi aussi. Quel est le comportement, si tu veux, des assureurs avec les emprunteurs immobiliers en ce moment? En soi, quelles sont les perspectives de l'assurance emprunteur? Alors, sur le comportement des assureurs, donc comme je le disais, on a vraiment été soutenu de la part des assureurs, à la fois pour faciliter toute la partie de l'acceptation médicale. On a eu à gérer aussi beaucoup de reports d'échéances bancaires. Donc, pendant ce temps-là, la cotisation d'assurance reste due pour garantir la couverture des emprunteurs. Mais pour autant, les assureurs ont accepté qu'on puisse avenanter les contrats liés au report d'échéances bancaires. Donc, on a eu vraiment un soutien des assureurs pendant toute la période pour faciliter toutes les transactions qui étaient en cours. Après, sur la partie la gestion du chômage, les risques de perte d'emploi ou de baisse de revenus, en fait, nous, on va être assez peu impactés parce qu'en fait, ce sont des critères qui sont considérés par les banques dans les accords de crédit. Mais une fois que le crédit est accordé, nous, au niveau de l'assurance, on va sélectionner, on va dire, les dossiers plus sur des risques médicaux, des risques professionnels ou des risques sportifs. Et en fait, ces risques, entre guillemets, économiques n'interviennent pas de notre côté. Donc, de ce côté-là, on est peu touché. La seule chose nouvelle qui va arriver, c'est que l'étude du Covid-19 et de ses impacts médicaux va être pris en compte maintenant dans les nouveaux questionnaires que les assureurs vont pouvoir avoir. Alors, au niveau des perspectives pour Utwin, elles sont dans la lignée de ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que ce qu'on a pu voir par rapport à ce qu'ont pu dire les autres participants, c'est que on est là sur une reprise assez intensive. En tout cas, nous, là, sur le mois de juin, on a une activité qui est vraiment du niveau de ce qu'on pouvait avoir pré-confinement. Maintenant, est-ce que c'est un effet de rattrapage? Oui. Est-ce que ça va être durable par rapport à ce qu'on a dit avant? Voilà, il y a encore un certain nombre d'incertitudes sur la fin d'année, mais globalement, on est plutôt sur des signaux quand même relativement positifs par rapport au marché de l'immobilier. Donc nous, au niveau assurantiel, on suit sur cette tendance.
Alors, au niveau de l'assurance individuelle, un point qui n'a pas été abordé précédemment, c'est le sujet des taux d'usure, avec la problématique. Voilà, on a vu des taux qui augmentaient légèrement, et on a à l'inverse des taux d'usure qui est le taux maximum auquel on peut emprunter aujourd'hui, qui sont en baisse. Donc, avec des problématiques, notamment pour des bons profils. Donc, tout à l'heure, on disait que des profils notamment d'investisseurs locatifs pouvaient être aujourd'hui handicapés par rapport aux critères, aux nouveaux critères exigés par les banques. Typiquement, passer en assurance individuelle, comme on est sur des assurances moins chères qu'à la banque, on va permettre d'optimiser le taux global des projets et de gérer mieux, on va dire, les taux d'usure que sur des dossiers qui sont à la banque. Donc voilà, on a des pans d'activité comme ça qui nous permettent d'être relativement positifs. Et puis, comme je le disais avant, nous, on a toujours le sujet de la reprise d'assurance sur lequel on a beaucoup travaillé pendant le confinement, mais qui reste valable puisqu'aujourd'hui, on le sait, le marché de l'assurance emprunteur est détenu entre 82 et 85% par les banques. Donc, il y a encore de la marge pour tous les assureurs en emprunteur à travailler ce marché-là. Donc, on est aujourd'hui plutôt optimiste sur les perspectives de marché sur la partie assurantielle. Dans la continuité de ton discours, au final, quels sont les défis d'innovation en fait, pour Utune aujourd'hui dans le domaine de l'assurance emprunteur? Alors, les défis d'innovation, donc on a beaucoup parlé de digitalisation. Alors, nous, chez Utwin, on s'est construit depuis 2015 sur un process totalement digitalisé. Donc, aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas un sujet pour nous parce que notre process est déjà digitalisé et on accompagne vraiment le client, le distributeur déjà au démarrage jusqu'au client, puisqu'on va même prendre en charge toutes ces démarches de substitution, notamment quand on est dans le cas d'une reprise d'assurance. Pour nous, les enjeux aujourd'hui en termes d'innovation, c'est justement d'aller encore plus loin sur ces process, ces parcours clients, de voir comment on les optimise, on les automatise encore plus et on travaille, nous, aujourd'hui sur des sujets d'intégration d'intelligence artificielle dans nos parcours. On a d'ailleurs cette semaine annoncé un partenariat avec la société Expert System et sa solution Cogito. L'objectif pour nous est vraiment d'intégrer l'intelligence artificielle dans les parcours pour faciliter tout ce qui est lecture des documents médicaux, lecture des emails et pouvoir concentrer nos équipes vraiment sur de la valeur ajoutée dans la relation avec le client. Puisque notre objectif, nous, c'est vraiment d'être complètement digitaux, de simplifier ces parcours, mais pour autant d'avoir une relation vraiment humaine, attachante avec nos clients. Donc, nous, notre enjeu d'innovation, c'est vraiment l'intégration de l'IA dans les parcours. Et notre deuxième enjeu va être plus au niveau de la distribution, puisqu'on a déjà innové l'année dernière en sortant un simulateur comparateur qui s'appelle Ubox, dans lequel on a 7 offres que nos courtiers partenaires peuvent utiliser. Et notre objectif, c'est d'aller encore plus loin dans l'innovation autour de cet outil pour donner toujours plus de choix au niveau du courtage et puis surtout sécuriser le devoir de conseil, puisque c'est quelque chose qui est très important dans le monde du courtage, qu'on soit sûr qu'il y ait un conseil qui soit fait et pas uniquement sur le tarif, mais en intégrant des offres avec de l'innovation également autour des offres pour aller répondre sur des garanties pour des professions spécifiques. Récemment, on a sorti une offre avec de l'invalidité spécifique pour les professions médicales. Voilà, il y a de l'innovation aussi à faire autour des offres, mais nos enjeux majeurs sont vraiment sur les parcours clients et les outils pour sécuriser le devoir de conseil, faciliter le devoir de conseil de nos partenaires courtiers. Donc, juste pour conclure, parce qu'on est un peu en un mot, l'assurance emprunteur, tout va bien au final. Alors, tout va bien. En tout cas, Utwin est positif par rapport au marché, par rapport aujourd'hui à la position qu'on a sur le marché et par rapport à tous les projets qu'on a. Après, voilà, l'assurance emprunteur est liée à tout ce qui va se passer sur le crédit et sur l'immobilier. Donc, forcément, si tout s'écroule, ça va être plus difficile pour nous, même si on a la reprise d'assurance sur laquelle on a encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, nous, on veut rester positif parce que voilà, du fait, tous les signaux déjà sont plutôt positifs actuellement et du fait de ce qu'on offre, de la digitalisation de nos parcours, du positionnement qu'on a sur les marchés et puis
en fait, nous, on travaille déjà avec beaucoup de partenaires qui sont sur le web, qui sont digitalisés. Alors, on a tout comme type de distributeur, c'est-à-dire que on va avoir des grosses plateformes web qui, effectivement, ont peut-être subi moins les effets du confinement et avec qui on a pu continuer à travailler, alors que des courtiers plus traditionnels en physique, où ça a été plus dur pendant le confinement et qui vont aussi vers plus de digitalisation dans leur parcours. Donc voilà, donc on est assez confiant sur le fait que par rapport aujourd'hui à notre écosystème et à notre outil et notre manière d'avoir digitalisé, d'avoir acquis toute cette expérience sur la digitalisation, de pouvoir continuer à nous développer dans les mois qui viennent. Bon, peut-être un mot de conclusion de la part des autres intervenants. Daniel, peut-être, en un mot, éventuellement. Daniel, Jean-Charles, Jean-Christophe. Oui, écoute, je pense qu'on a une certaine homogénéité dans nos interventions. Moi, ce qui me frappe dans cette... D'abord, il faut bien voir, aujourd'hui, on est le 23 juin, on est à un moment qui est un peu particulier parce qu'on est à la fin de la première vague de la crise sanitaire et on n'a pas encore vu la crise économique, en vérité. On n'a pas encore vu ce que j'appelle moi le deuxième tour, c'est-à-dire le cycle des éventuelles faillites d'entreprises, notamment des indépendants, avec des éventuelles conséquences. Donc aujourd'hui, on est un peu à un moment charnière où finalement, entre guillemets, on commence à comprendre la crise sanitaire, mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment une appréhension de la crise économique qui vient. On ne sait pas si ça va être la crise économique de 29 ou celle de 2008 Empire. Donc voilà, et je pense aussi qu'il y a une grande dépendance de tout ce qu'on dit par rapport aux politiques publiques. Or, on sait que tout est devenu un peu possible en matière de politique publique. Il y a des choses qui auraient été vraiment très étonnantes si on les avait annoncées il y a un an, qui sont devenues possibles. Ce qui est certain, c'est que le logement, de façon générale, et ça, il y a un assez grand consensus là-dessus, va être un des meilleurs survivants de la crise, sans parler de gagnants. Parce que c'est un actif qui est porté par qui est moins cyclique que le bureau ou le commerce, qui est porté par vraiment des demandes structurelles. La démographie, la métropolisation, le déficit d'offres dont on parlait tout à l'heure. Donc la question, c'est après, finalement, comment le système financier va s'incorporer là-dedans, avec justement tout ce qu'on a dit sur le courtage, sur le crédit. Moi, mon pari serait qu'on n'est pas du tout dans une crise de 29. C'est-à-dire la crise de 29, c'est une crise économique qui est devenue financière pour ensuite redevenir économique. Je pense qu'on a finalement appris de 2008 et qu'on évitera la crise financière et que par conséquent, le crédit immobilier va continuer à être relativement fluide. Et donc, voilà, il y a lieu d'être plutôt constructif pour le secteur. Je pense pour rebondir sur ce que tu dis, Daniel, à mon avis, il n'y a aucun doute sur la capacité des États à inonder de liquidités, et on l'a bien vu, d'aides substantielles. Il y a une autre vision qui est difficile à appréhender, c'est quand même la partie psychologique des consommateurs et qui doivent être consommateurs. Et quand je vois que pendant la période du confinement, les Français ont finalement épargné plus de 60 milliards d'euros, c'est quand même extrêmement compliqué finalement à analyser. Donc ça, c'est un deuxième élément qui quand même qui rend un peu l'analyse ou la projection difficile. Et le troisième élément, et je rebondis sur ce que tu dis, Daniel, en effet, c'est la conséquence économique qu'on va certainement constater sur le dernier trimestre et le premier semestre 2021. Et là, finalement, les ratios économiques vont quand même avoir un impact extrêmement fort sur les conditions de taux pour les raisons que j'ai pu expliquer. Et donc... On a perdu Jean-Charles. Ah. L'effet du webinar, malheureusement, c'est l'effet du direct. Peut-être Jean-Christophe pour conclure, parce qu'après on va. Oui, moi ce que je voulais dire peut-être en conclusion, c'est finalement que voilà, de mon point de vue,
les établissements de crédit, les banques, d'un point de vue général, détiennent beaucoup les clés de la manière dont les choses vont se passer. Donc, il y a la puissance publique a déjà fait beaucoup de choses. Les banques ont contribué en mettant en place des dispositifs d'urgence avec notamment la distribution du prêt garanti par l'État. Voilà. Maintenant, ce à quoi je serais très attentif de mon côté, et je pense que c'est important aussi pour les autorités publiques de l'aide, c'est de vérifier, de bien s'assurer que les banques contribuent encore au financement de l'économie, alors dans des conditions qui ne soient pas dangereuses pour, bien entendu, une crise financière, la mise en place et voilà, éviter un surendettement massif des ménages qui peut ensuite provoquer la crise de 2008, comme on l'a vu. Mais malgré tout, l'argument de 2008, je dirais, peut être un peu facile. Donc, à contrario, je pense qu'il est vraiment important que, de ce point de vue-là, le financement soit un secteur hyper important pour la continuité d'une vie économique et une reprise forte de l'activité qui est indispensable aujourd'hui. Bien, ceci marque la fin du webinaire. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous suivre un peu sur les réseaux sociaux concernant le FinTech Community. N'hésitez pas à vous inscrire sur le FinTech Community. Merci aux personnes connectées qui ont été présentes au sein de ce webinaire. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée et merci encore pour ce webinaire.